Musique est une musique qu'on aime beaucoup dans Entrée sans frapper maintenant. Front de 4-2 célèbre ses 40 ans. C'était enfin, un an de retard. Il y a eu cette pandémie, vous avez entendu parler, Sébastien Ministru, Non. qui a empêché des concerts anniversaires d'avoir lieu, etc., etc. Et on a l'immense plaisir de recevoir Patrick Codnis. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Richard Jonker, Richard 23. Bonjour Richard. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Pour ceux qui étaient distraits ces 40 dernières années, il y a eu ça. Il y a eu ça aussi. Il y en est pandémie. Et Quite Unusual. Alors, on rappelle quand même, premier album c'était 1982, pour le coup là c'est logique finalement, c'est anniversaire 2022, les concerts ils vont avoir lieu les 8 et 9 juillet à l'Abbé à Bruxelles, et puis il y a ralentissement des albums, Front de K2 ne fait plus que de la scène, il y a un album qui sort quand même, et puis vous refaites de la scène, et finalement, est-ce que vous n'avez toujours été que ça de manière absolument géniale, un immense groupe de scène? Est-ce que c'était l'intérêt du début et de la suite, la scène? Ou finalement le studio c'était quelque chose d'important pour vous? De réduire le groupe à uniquement de la scène, c'est peut-être un peu exagéré. Effectivement, on a pu développer le projet de Front et aller très très loin sur la scène. Sur la scène. Mais sans le travail technique Bien de sûr. studio et la composition, le travail cérébral, il n'y aurait jamais eu de scène non plus. Parce que c'est ça qu'il faut parler, Patrick, c'est le côté extrêmement cérébral de Front de 4-2. Il y a des gens qui, peu informés, pourraient se dire « Oh, c'est quoi cette musique de brut ?» C'est très, très cérébral. Mais je crois que c'est cérébral comme toute la musique électronique. Ouais. Ce sont des gens qui se trouvent devant des machines et qui ont des concepts ou qui ont des idées et qui partent de ces idées. En fait, il n'y a aucun musicien dans le groupe chez nous, donc en fait, on est obligé de travailler autrement. Ouais. On travaille avec des collages, etc. et des différents paramètres, que ce soit du sampling, du son et de l'harmonie aussi. Mais c'est un peu une sorte de conglomérat qui fait que on a eu toujours des concepts assez forts, lié d'ailleurs à une image, une imagerie très très Évidemment. développée. Ouais. Évidemment, l'imagerie de Front de 4-2, on va en parler, c'était absolument colossal. Ce que je voulais dire par la scène, Richard, c'est que si Front de 4-2 a une résonance mondiale comme ça, c'est que les prestations scéniques étaient hors du commun, et le sont d'ailleurs toujours. Oui, c'est clair, mais il y a quand même, puisqu'on parle de technique de cérébral et de son, il faut savoir qu'on est probablement le seul groupe au monde où pour la partie live du groupe, il y avait que 3 membres sur les 4 qui étaient sur scène, et Daniel, qui a créé le groupe, qui était beaucoup plus intéressé par la technique et le studio, s'est retrouvé très vite à la table de mixage dans la salle. Ouais. Et pourquoi ? Parce que quand on a commencé à faire les concerts avec notre concept de musique électronique, on arrivait parfois dans les salles où on demandait tiens, voilà le podium pour votre batterie. On leur répondait qu'on n'avait pas de batterie. Les amplis guitares, vous pouvez les mettre là. On n'a pas d'ampli guitare. On nous répondait souvent mais vous faites pas de la musique, alors vous n'êtes pas un groupe. C'est ce Et qu'on donc, disait au début des années 80. tout à fait. Pas qu'avec nous, j'imagine, mais en tout cas, nous, c'est clair, c'est l'expérience qu'on a eue. Et donc, on se rendait compte aussi que le gars qui venait avec sa sono, qui était loué par le promoteur du concert, il savait pas ce qu'il devait faire. Et donc, très vite, Daniel s'est dit, mais moi, la scène m'intéresse pas tellement. Je préfère être derrière la table de mixage. Donc, de nouveau, la scène est hyper importante, mais le fait qu'on ait eu un des membres et le membre fondateur du groupe derrière la table de mixage, c'était hyper important. Ouais. Patrick. Oui, moi je pense aussi, c'est un des éléments, mais si on revient un petit peu au studio, je crois qu'un paramètre assez important, c'est qu'on n'a jamais essayé de faire de la musique anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on a toujours fait notre truc. Ça sonne un peu belge, disent certains, mais pas nécessairement. Mais je pense que oui, c'est à la belge et il n'y a pas de compétiteur. Ça veut dire quoi, à la belge? À la belge, je pense que c'est une faculté de pouvoir mélanger les choses, en fait, faire un bel
melting pot. C'est pas nécessairement un esprit bien défini. C'est le fait de pouvoir assimiler différentes cultures, différents éléments, différentes disciplines artistiques et d'en faire quelque chose. Je crois que une des grosses erreurs de beaucoup de groupes belges, c'est d'essayer de copier les groupes anglais ou américains. Ouais, parce qu'il faut avoir conscience de l'influence de Front de Gade 2 sur la musique des années 80 et 90. C'est absolument colossal. Vous êtes probablement, et je dis pas ça parce que vous êtes là, je m'en fous, c'est le groupe belge le plus influent de tous les temps, je pense, en fait, en termes... Après Sœur Sourire, quand même. Et Grand Jojo. Oui, mais elle n'a pas inventé la folk. Non, parce qu'elle n'a pas inventé la folk. La folk existait avant elle, quelqu'un avec sa guitare. Vous, avant vous, il y avait Ministry, ça qui était déjà dans le coin, etc. Mais il y a vraiment eu... Enfin, moi, je regardais encore récemment la liste des gens qui vous évoquaient en interview. Ça, c'est tout le monde. Ça, Dépêche Mode à Train 13 Nord, quoi. C'est-à-dire tous les gens qui ont fait la musique des années 80 et 90. C'est bas. Oui, ça vous fait quelque chose, ça, ou pas, ou vous vous en foutez complet? Non, de dire qu'on s'en fout, c'est pas vrai. C'est toujours flatteur d'être cité comme référence, mais en même temps, c'est un truc auquel on pense pas. Bien sûr. On a toujours essayé de garder la direction qu'on voulait, sans regarder ce qui se passait à gauche et à droite, justement. Même si Patrick parlait d'influence, je pense que les plus grosses influences, quand on a commencé à faire la musique, c'était pas vraiment la musique, c'était le cinéma, c'était l'architecture, c'était voilà. Donc, mais oui, c'est toujours très cool de se voir cité par des groupes qu'on admire nous-mêmes et qui sont eux-mêmes beaucoup plus célèbres que nous, donc c'est assez cool, ouais. Mais ce qui était génial, évidemment, à l'époque, c'est que, moi j'ai connu les années 80, c'est que le groupe tranche. Enfin, c'est pas un groupe, Front de Gade 2, c'est une espèce de happening. Et je me souviens, à l'époque, on écoutait beaucoup de musique électronique, on écoutait Soft Cell, on écoutait Dépêche Mode, on écoutait John Fox, on écoutait Suicide, et en fait, vous étiez pas du tout... comme vous venez de le dire, quoi. À côté d'eux, vous étiez devant eux, vous aviez conscience d'être à l'avant-garde. Oui, je crois que indirectement, c'est presque accidentel, en fait. Au début, comme je le disais, on n'essayait pas de faire la musique qui était institutionnalisée, mais je pense aussi qu'on a essayé d'amener une forme de physicalité dans la musique électronique. C'était très important à l'époque. Il y avait des groupes comme DAF qui... On va parler du mob body, qui est important. Voilà, donc ça, c'était Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Et voilà, exactement. Et aussi cet aspect très chaotique qui, quelque part, rejoint un petit peu, peut-être, des aspects psychédélique, mais version électronique. Et je pense que ce sort de conglomérat d'éléments, lumière, fumée, on avait des fumigènes de l'armée sur scène. C'est pour ça que je parlais de happening, parce que le happening était vraiment... C'était un spectacle en soi avec vraiment c'était traversé par une esthétique très martiale. Oui, une scénographie aussi tout à fait étudiée, oui. Le terme qu'on a collé, c'était l'EBM, l'Electronic Body Music, au début des années 80. Vous disiez, c'est faire une musique incarnée, cette fois-ci, qui parle au corps. C'est dansant, et on aurait pu croire que ce qui était cérébral n'était pas dansant. Et vous avez fait quand même le lien entre les deux. D'autres l'ont fait à la même époque, évidemment. Vous n'étiez pas les seuls. Mais est-ce que c'était une volonté chez vous, quand vous composiez, quand vous étiez en studio, de dire il va falloir créer ce happening, faire cette musique sans instrument, comme vous le dites, faire cette musique presque sans musicien, à base de collage, de programmation, etc. Mais il faut que cette musique ait un effet sur le corps des gens, et sur le nôtre d'ailleurs. Je crois que effectivement, depuis le début, il y a eu cette lutte avec les machines. C'est-à-dire que les premiers synthétiseurs, en fait, c'est un élément architectural duquel il faut soutirer des choses. Il y avait le besoin de créer une esthétique avec ces machines. Bien sûr. Et ce besoin d'esthétique aussi, il fallait que ça corresponde à quelque chose. Alors, au lieu d'aller chercher dans le jazz, le blues et ces choses-là, on a été rechercher des choses qui nous semblaient être proches de notre source, entre guillemets. Donc, qui était pour moi être bilingue, flamand, français, germain, latin, ces trucs-là, m'intéresser au cinéma américain autant que japonais, que le cinéma français, etc. Tous ces éléments-là sont venus en compte. Il y a aussi le besoin de créer un imaginaire, parce que je pense que tous ces collages, en fait, créent plein d'éléments subconscients qui sont du ressort du son, plus que, par exemple, de la chanson. Ouais. La chanson, c'est un message. Pour moi, c'est presque plus du ressort de la littérature. C'est vrai. Et la musique est considérée comme un arrangement, ce qu'on peut dire, c'est presque un terme péjoratif. Donc ici, les éléments, c'est la tonalité de la voix, par exemple, avec des slogans qui reviennent, etc. Cette sorte de mélange d'éléments sonores, en fait, était intéressant pour qu'il y ait un imaginaire pour le public.
Alors, on parle d'Imagina, les années 80, c'est des années particulières, hein, comme dans la fin de siècle. Quand vous regardez, Richard et Patrick, la première décennie de Front de 4-2, disons, hein, les années 80 jusqu'au début des années 90, quand vous le regardez a posteriori, est-ce que vous vous dites que vous aviez compris la décennie à venir, et en quoi est-ce que vous étiez cohérent avec la décennie qui était en train d'arriver, qui a été une décennie où on a commencé à comprendre que le monde allait se dématérialiser, etc., où l'électronique a pris une place évidemment très importante et l'informatique derrière une place très importante. C'est la fin des années 80. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été dans l'air du temps, dans l'air de votre époque ? On était clairement influencé dans les années 80 par la guerre froide, par exemple, les tensions qu'il y avait entre les deux blocs. C'est clair que ça a eu une influence assez importante en tout cas sur un album qui est No Comment, et même un peu par après. Et c'est clair que Jean-Luc, qui écrit la majorité des textes, était très influencé aussi par la littérature de science-fiction, mais à l'heure actuelle, la réalité a dépassé de loin la fiction. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, on était bien dans notre temps et peut-être un petit peu en avance, mais c'est pas à nous de le dire. Mais moi, je lis souvent en fait des fans qui parlent des textes de Jean-Luc ou de l'atmosphère générale ou du concept, en disant ces gars avaient déjà tout compris à l'époque. Donc, voilà, je préfère que les autres le disent que... Je crois qu'il y a des éléments importants aussi, c'est une forme d'intégrité qu'on a toujours eue. À certains moments, on aurait pu sauter sur Sony, par exemple, un gros label, et on l'a jamais fait. ZTT aussi, avec Frankie Goes to Hollywood, on était presque signé chez eux aussi. On a chaque fois refusé pour essayer de garder une forme d'intégrité. Donc, je crois que ça a beaucoup joué. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ose encore me regarder dans la glace en me disant, je me suis jamais vendu, quoi. C'est génial, c'est bas. C'est déjà vendu 7 fois. 8, une 8e fois ce matin. À chaque fois, je pense aussi, je saute là-dessus, si on est là 40 ans plus tard, c'est probablement en grande partie grâce à ça. Il y a souvent des gens qui nous disent aussi, mais vous avez, toi tu dis on a pris le train en marge, ou on était peut-être même la locomotive à un certain moment, mais vous avez raté le coche avec les années 90, tous ces groupes comme The Prodigy ou Chemical Brothers, qui font, on va dire, le même genre de musique. En tout cas, ils utilisent les mêmes machines. Il n'y a pas de Prodigy sans Front de 4-2. Peut-être, mais eux, ils ont vendu des palettes. Ouais. Sauf que je ne suis pas certain qu'ils auront la même longévité. Et, enfin voilà, en tout cas, moi je pense que une des raisons pour laquelle on est toujours là et qu'on attire toujours un public et qu'on parvient à faire des tournées, des concerts partout. Grosse différence. Ça continue partout dans le monde. Ah oui. Oui, partout. Enfin, quand on dit dans le monde, sur les territoires où on va aller jouer. Europe, États-Unis, Amérique latine. Je pense aussi que durant les années 90, le marketing anglais et les firmes de disques anglais ont compris ce que c'était que la musique électronique. Ce qui était génial dans les années 80, c'est que ça partait dans tous les sens, ça partait... en couille, si j'ose dire. Et les gens expérimentaient un peu de tout. Tandis qu'une fois les années 90, ils ont compris comment faire le marketing de la musique électronique. Et pour nous, c'était des années relativement difficiles quand même. Bien sûr. C'est bas. Dans le projet artistique de Front de 4-2, ce qui est intéressant aussi, on en a touché un mot, c'est cette esthétique du combat, avec cette imagerie militaire, virile, qui fait référence en effet à certaines peurs de l'époque, quoi. Clairement. Mais je crois que c'est pas macho. Je pense que c'est vraiment peut-être un côté assez mâle, et je dois dire qu'au début de nos concerts, on n'avait que des gars en cuir avec des crânes rasés. Après, maintenant, il y a un peu de tout qui vient voir ce groupe, ça a été assimilé, je pense. Mais c'est vrai que on a eu besoin de choquer, on a eu besoin de provoquer, parce que justement, on n'avait pas cette machine de guerre qui est en fait cette promotion, ce marketing anglo-saxon, etc. Donc, il fallait qu'on se démarque d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est pour ça que je parlais de happening, parce que quand on allait les voir, on voyait des objets en mouvement encore. Est-ce que c'est déjà complet l'ancienne Belgique ? Pardon ? C'est déjà complet l'ancienne Belgique, ou il reste quelques places ? Il reste des places, mais le problème qu'on a maintenant, c'est que le dernier concert qu'on a fait à Bruxelles à la Baie, c'était en 2017. On a vendu le premier jour en 2 heures et le deuxième en 3 heures. Il se fait que maintenant, ces concerts ont été mis en vente pendant le Covid. Donc tous les concerts qu'on a mis en vente avant étaient sold out. Paris, Göteborg, Londres. Oui, c'est ça. Ceux-là ont été annoncés après. Mais c'est un peu général. Donc, retournez au concert, les amis, c'est vrai.
Les salles sont pas pleines pour le moment. Là, il faut que les gens refassent le pas, reprennent l'habitude de fermer leur télévision. Où trouvent les sous. Mais évidemment, c'est un vrai souci. Hein. C'est une réalité, je pense, sur laquelle il va falloir que le monde de la culture se penche. Il y a l'article 27, il va falloir en inventer d'autres, là, parce qu'effectivement, hein, il faut que les gens puissent sortir de chez eux. Et c'est très, très, très important. Allez voir Front de bon anniversaire en concert. Et puis, on vous souhaite bon anniversaire. Les dates en Belgique, c'est Ancienne Belgique, le 8 et le 9 juillet à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Allez voir ça parce que c'est vraiment du spectacle pur et dur. Et puis vous en prenez plein les oreilles, plein les yeux. Moi, j'en garde des souvenirs absolument émerveillés. Voilà, merci à tous les deux d'être merci de nous avoir venus nous rendre visite. Et puis, longue vie encore. On vous reverra encore sur scène. Mais d'abord, c'est 8 et 9 juillet. Les places, c'est sur le site de l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Vous savez comment on fait. Mais il faut le faire maintenant, parce que du coup, ça va être complet maintenant. Oui. C'est vrai en plus. Merci à tous les deux d'être venus. Merci Jérôme. Quel plaisir. On écoute Headhunter, c'est Front de 4-2.